Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes, président de l'Association pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Nous y serons les 7, 8 et 9 juillet prochains. Vous avez coécrit La Grande Rupture, réconcilier Keynes et Schumpeter chez Odile Jacob. Et vous allez publier d'abord en anglais, puis ensuite en français, Global Theory of Economic Growth and Distribution chez Economica. Avec Alain Villemeur. Stéphane Van Uffel, cofondateur de netinvestissement.fr. Erwan Tison, directeur des études de l'Institut Sapiens, co-auteur de Un robot dans ma voiture, prendre le virage du véhicule autonome. Frédéric m'écrit, la baisse de la productivité depuis une dizaine d'années ne serait-elle pas liée à la surutilisation des smartphones en entreprise pour des activités récréatives ? Je ne saurais vous répondre. Ça se tient ? Oui, mais vous me faisiez une remarque à laquelle je n'avais pas pensé, parce qu'on parle effectivement de dépenses d'État en France. Donc État, c'est gouvernement, fonctionnement de l'administration immédiate, qui sont à peu près comparables aux autres pays. Et on sait qu'on a un problème d'efficacité de cette dépense publique. Et Erwan, vous me disiez, oui, mais le fait d'avoir des inefficacités chroniques dans des quantités de domaines, que ce soit le domaine de la santé, que ce soit le domaine de l'éducation, fait que derrière, ça entraîne un accroissement des dépenses sociales. Bah bien sûr, et ça, effectivement, c'est tout à fait, la corrélation est tout à fait intéressante à éclairer. Un tout petit chiffre là-dessus, enfin tout petit donné, on va pas rentrer dans le débat, on va pas ouvrir ce sujet-là maintenant, mais le nombre de NEETs, la France a le stock de NEETs qui est le plus élevé au monde. Donc les décrocheurs à l'école, hein, on alors, a 1,5 million, 1,6 million. Je me rappelle d'une note notamment du Cercle des économistes il n'y a pas très longtemps qui nous expliquait qu'il y a 20% des NEETs en fait qui étaient des bac plus 4 qui attendaient leur affectation bac plus 5, donc il faut en enlever 20% du stock parce que... Et pourquoi on les met dans les NEETs ? Parce qu'en fait la définition c'est ce... No education, no training. Ah oui, no training. Ils sont en attente. Ils sont en attente de leur avec la réforme qu'il y a eu du master. Ils sont en attente. Bon, ça, c'est Nathalie Chusseau qui avait écrit ça. Il y a 20%. Bon, voilà. Okay. Il y a 80%. On reste quand même les champions d'Europe. Mais justement, c'est quelque part l'inefficacité de la dépense publique. C'est le nombre de NEETs le nombre de personnes qui sortent sans qualification, sans boulot à la fin d'un système scolaire qui pourtant est obligatoire de 3 à 16 ans. Et donc du coup, on a des dépenses publiques qui sont équivalentes aux autres pays, mais qui sont inefficaces parce qu'on a ce stock qui est plus supérieur. Et de ce fait, ces personnes-là se retrouvent soit au chômage, soit RSA. Et donc du coup, notre dépense sociale augmente là-dessus. Donc vouloir baisser la dépense publique en s'attaquant aux comparaisons uniquement aux dépenses sociales, en se disant j'ai 4 points de plus ici, 2 points de plus ici, je rabote, je pense qu'on fait fausse route. Il faut plutôt voir le phénomène vraiment en amont. Et tant qu'on le fera pas, et tant qu'on s'attaquera pas du coup aux différentes rigidités à la réforme qu'on a dans ces secteurs-là, on n'arrivera pas à réduire notre stock de dépenses publiques. Sur l'écart entre la France et les autres pays, l'OFCE a quand même fait une photographie qui est très éclairante en nous expliquant que sur les 8 points, vous avez quoi ? 3,5 points de retraite, 2 ou 4 points de retraite, 2 points d'affaires économiques, notamment le crédit d'impôt compétitivité emploi par exemple, et toutes les niches en tout genre. Il y a un point famille, un point logement, un point défense, pratiquement. Enfin voilà, c'est à peu près là que se jouent les sujets. Mais ça ne règle pas la question de l'efficacité de la dépense. Alors, financer les investissements incontournables qui sont devant nous. Voilà, alors c'est le sujet, à mon avis, majeur pour notre pays, parce qu'il y a les 66 milliards, je crois, de Pisani. Chiffrage à horizon 2030. C'est un très bon économiste, donc non, mais on va le prendre. De toute façon, c'est l'ordre de grandeur. Mais moi, je rajoute, l'autre jour, je voyais 4 personnes qui étaient en charge d'un certain nombre d'entreprises, et il n'y avait pas de sujet à moins de 100 milliards à monter. Donc, on a, en gros... Il y a la mobilité, il y a l'éducation, il y a les problèmes d'énergie, il va falloir mettre une 50aine de milliards pour les EPR, mais quand on dit 50 milliards pour les EPR, ça veut dire 100 milliards pour les EPR. C'est pas par an, hein. Là c'est pas par an, c'est bon. Oui, d'accord, voilà. C'est chaque fois, ça fait 10 milliards. C'est annuel. 10 milliards. Donc moi tout le monde arrive à une centaine de milliards, c'est énorme. Par ailleurs, je me retourne vers Erwan, une partie des problèmes de compétitivité française, c'est la faiblesse de l'investissement dans le pays. Je veux dire, la réalité, c'est que pendant 20 ans, on n'a pas beaucoup investi. L'exemple qu'on prend toujours, c'est le nombre de robots qui est très faible par rapport aux Allemands, aux Italiens, aux Espagnols, par rapport à tout le monde. Ça, c'est une réalité qui, en fait, n'a pas grand-chose à voir avec l'État. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à dégager ces montants. Où est-ce qu'il y a les montants ? Évidemment pas dans les poches de l'État, ce serait de la folie. Donc c'est dans les poches privées. Je rappelle que Bruno Le
Le Maire. Tenez-vous prêt, Stéphane. Je rappelle, et après je fais ça en deux secondes, comme Stéphane, j'ai 1 minute 15. Je rappelle J'ai le juste TPE à la sortie. le PGE a été exceptionnel. C'est-à-dire, je donne de la confiance, j'ai 5% de défauts, mais je ne paye que 5% des défauts. Le reste, c'est juste une garantie qu'on donne. L'argent, dans notre pays, l'épargne est très importante. Simplement, elle est entre les mains des gens de ma génération et plus jeunes, puisque 60% de l'épargne, des montants énormes d'épargne, les centaines de milliards d'épargne financière, est entre les mains des plus de 60 ans. Il faut donc arriver à ce que ces gens, dont je fais partie, qui détestent le risque, donc ils n'ont pas envie d'investir ni pour Pisani, ni pour les semi-conducteurs, ni pour ceci. Il leur faut du truc sûr, garanti. Il faut garantir. Et il faut que l'État apparaisse soit comme garant, comme pour l'assurance vie, garant du montant minimum du capital, c'est que les gens ne perdent pas leur capital, ce qui est leur terreur, la terreur des gens. Et évidemment, les défauts seront très limités, comme pour les PGE. Soit on dit, on donne 1%, mais dès que le rendement... On donne 1% de quoi, vous dites on donne 1% de rendement. Et dès que on dépasse 1%, l'État n'a rien à payer, pas plus qu'il avait à payer pour le PGE. Donc c'est dans une articulation très forte entre l'utilisation habile et intelligente de l'épargne et je vais dire la garantie donnée par l'État que le senior va, j'allais dire des trucs horribles pour moi, le senior va pas perdre son capital ou va avoir un minimum de rendement. Et c'est comme ça qu'on va aller sortir l'argent qui aujourd'hui de notre épargne est totalement déconnecté du financement de l'économie française. C'est comme ça qu'on fera. Mais sur l'assurance vie en euros, la garantie, elle est implicite, elle n'est pas officielle, la garantie de l'État. Elle est implicite dans la mesure où ce sont des fonds qui sont placés en obligations publiques dont le risque est... Oui. Non, il y a un fonds de garantie en assurance. Oui. Comme pour les banques. Oui. Enfin, on vous garantit tout votre capital. Les banques, c'est 100 000, les assurances, c'est 70 000. 70 000. Pas dépasser. Oui. Bon, après, si vous avez plusieurs établissements, plusieurs contrats... Qu'est-ce que vous... Jean-Hervé défend cette idée depuis longtemps. Il faut que, pour que cette épargne prenne du risque, il y ait une garantie publique. Oui, alors... Et ça me paraissait fantoche quand il me l'a dit la première fois. Je finis par l'écouter avec une oreille plus attentive. Alors, ça va être très caricatural. Tour, mais moi, Stéphane, ça va être très caricatural. Mais moi, je suis né en fin des années 70. Ce sont des vieux, les gens qui ont de l'argent chez vous. Je sais, ça ne se voit pas. Merci. Stéphane, ce sont des vieux, les gens qui ont de l'argent chez vous. Alors, pas du tout. Ah bon. Moi, j'ai créé finalement un modèle digital où, en fait, la surprise, c'est qu'on a été infichu de dire qui était notre cible. Parce qu'il y a des gens de tous les âges qui font tout sur Internet, et a fortiori depuis les confinements, tout le monde a appris à parler à ses petits-enfants en visio, et tout le monde est équipé avec Teams, Zoom et Google Meet. Donc vous savez absolument pas en fonction des produits, le prototype de celui qui les détient. J'ai des prototypes par type de produit, c'est là où je vous... Bon. En gros, je vais vous donner un exemple que je répète très très souvent. Vous avez 1 900 milliards d'épargne des Français sur le contrat d'assurance vie, dont 1 400 milliards sur fonds euros, garantis par les compagnies d'assurance et en général par les banques qui sont leur maison mère, avec évidemment une couverture de l'État en cas de défaut de l'établissement. Et la garantie est devenue une garantie implicite dans l'esprit des Français, simplement parce qu'on part du principe que la Société Générale, la BNP, le Caisse d'épargne, etc., sont too big to fail. Elles sont devenues trop grosses pour faire faillite. C'est la première chose. Ils ne pensent pas au fonds de garantie. La grande majorité des Français ne pensent pas au fonds de garantie. La seule chose qui est garantie en France par l'État, c'est le livret A et le LDD. C'est plus la banque qui le garantit. Pas totalement tort. C'est l'État. Non, c'est l'État qui garantit le livret. Ça, on est le seul d'accord. truc, c'est l'État. Bon, parce que c'est un livret conventionné, pas les plans d'épargne, les livrets. C'est pour ça que je fais la différence. Bon. L'épargne réglementée. Mais l'assurance vie, les 1 400 milliards, figurez-vous, qu'est-ce qu'ils en font, les détenteurs en fonds euros? Alors oui, il y a une nouvelle génération pour 250 milliards d'euros, qui vont aller travailler sur de l'immobilier, sur d'autres sous-jacents pour donner de la performance. Mais la grande majorité des gros fonds euros, elles prennent des obligations du Trésor français. Oui. Étranger. Européen, pas loin. Européen. Allez. Oui, mais enfin, ça fait un paquet. Les premiers détenteurs de dette françaises sont les assurés sur la vie française. Benelux, Hollande, France. Benelux, Allemagne, France. Ça va pas sur le Portugal, ça va pas. Bon, voilà. Donc en fait, quelque part, ce que dit Jean-Hervé, je partage, bien sûr, j'aimerais bien. Mais le problème, c'est que c'est déjà un peu le cas, parce que finalement, en finançant l'État français, avec l'épargne des Français, on pourrait très bien se dire, l'État, quelque part, apporte une forme de garantie, les Français ont cette sécurité, ils financent des obligations pour que l'État dépense, quand je dis dépense, dans le sens investisse. Et en fait, c'est pas ce qui se passe.
voyez ce que je veux dire? Donc en fait, aujourd'hui, les Français commencent, j'espère, à avoir une certaine pédagogie et à comprendre exactement ce que vous dites. Moi, je pense l'inverse, pardonnez-moi. Je pense que plus je le vois, et c'est ce qu'on fait depuis des années, nous, plus on donne de la pédagogie aux gens, plus on leur explique, et vous savez, Nicolas, ce que je vais dire, que de prendre un risque n'implique pas d'avoir un accident à partir du moment où on sait ce qu'on est en train de faire. Et plus on leur garantit des produits, plus on leur met des œillères et ils ne savent pas ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'ils peuvent se prendre de temps en temps des trucs assez violents, parce qu'en fait, ils n'avaient pas imaginé qu'il y avait l'alinéa 4 qui disait que SVB, ça existe, Lehman, ça existe, Crédit Suisse, ça existe, et qu'on n'est pas à l'abri, que même Deutsche Bank ou que même le groupe BNP, qui sont les deux lourds, Nicolas, pourrait. Dexia, les petits maires, ils signaient, hein, c'était Dexia, ils signaient. Bon, bah, ça a coûté très très cher à 10 000 communes en France quand même. Hein. Donc il faut pas oublier ça. Donc, c'est la Banque des collectivités locales francophones. L'idée, évidemment, elle serait très intéressante. Et en particulier, il y avait des formes de garantie réfléchies sur de l'investissement risqué avec la BPI, sur des fonds de private equity. Là, moi, je serais assez d'accord. Mais si c'est pour faire un fonds euro bis, un livret A bis, un LDD... Mais pas du tout. Mais pas du tout. Ouais, La différence, pardon, hein, parce que je ne voudrais pas mobiliser quoi que ce soit, mais la différence, c'est que l'argent que tu mets dans l'assurance vie pour les obligations d'État, tu le mets dans ce qu'Erwan explique de manière très claire, c'est pas utilisé de manière efficace. Moi, c'est de l'investissement privé que je vais financer de cette manière-là. Quand, alors c'était pas totalement privé, mais quand le programme nucléaire français a été lancé, le plus gros programme industriel que la France ait jamais lancé, c'était de l'argent privé, destiné à des trucs précis. C'est pas destiné à une augmentation des primes de je sais pas quoi, des pompiers de tel endroit qui le méritent d'ailleurs. Jean-Hervé, je te donne un exemple. Mais sinon, on fait un emprunt obligatoire, ça c'est déjà vu. Hein. Non, mais Nicolas, je vous donne un autre exemple très simple industriellement. Oui. Il y aurait un vrai sujet sur les panneaux solaires. Et pendant un temps, les Français s'étaient vraiment penchés dessus il y a une grosse dizaine d'années. Pourquoi? Parce que EDF garantissait un prix de rachat sur la production du kilowattheure tellement élevé que c'était au-dessus de l'autosuffisance de la maison. Et des panneaux que vous mettiez sur un toit, sur une surface minimum, je m'entends, et vous revendiez de l'électricité à EDF en tant que propriétaire du toit. Bon, bah, à partir du moment où ils ont baissé ça, on avait une sorte de garantie, c'était EDF qui a garanti sur un contrat avec une durée déterminée. Donc en fait, les Français pouvaient devenir de vrais investisseurs dans la transition climatique pour des questions de rendement, j'entends, parce qu'ils mettaient des panneaux, on leur versait de l'argent, ça leur permettait de valoriser leurs biens immobiliers. Bon, à partir du moment où EDF a baissé finalement et le rendement et s'est dit le contrat il sera limité dans le temps, donc il n'y a plus la garantie entre guillemets implicite intellectuelle d'EDF. Bah, les panneaux solaires aujourd'hui, dans le marché privé, il y en a de moins en moins. Et c'est les industriels qui s'en chargent. Erwan, on parle des propriétaires. Dans un instant, on parle des propriétaires. Sur ce point-là, moi, on est face à deux choses. On est face effectivement à un impératif écologique qui demande des sommes absolument fantastiques en termes de transition. Et la boîte là, on voit déjà que je pense que 95% des citoyens vous écoutent, vous les avez perdus. Parce qu'effectivement, on parle de véhicules financiers, etc., qui sont compliqués. Moi, je proposerais modestement... C'est ce qu'on disait avec le Chypre il y a 2 jours, il faut de la simplicité. Ouais, je proposerais quelque chose de très simple. Je proposerais de mobiliser, par exemple, quelque chose auquel tous les Français abondent de manière involontaire. Nous, on y abonde de 28% de notre revenu mensuel. Les 330 milliards de la retraite tous les ans. Et ben, on crée des fonds en capitalisation qui nous permettront justement de faire ça. Mais une toute petite... il faut... mais si on commence jamais... Une toute petite simulation. Une transition est super compliquée. Une toute petite simulation qu'on a réalisée avec l'Institut Sapiens. On s'est rendu compte qu'à partir de 2028, la cohorte 1966 comporte 90 000 personnes de moins que les personnes qui vont mourir. Donc en fait, tout simplement, pour 10 retraités qui vont mourir, il n'y en a que 9 qui vont rentrer en retraite. Donc en fait, on va avoir un ralentissement de l'augmentation du nombre de retraités. La dérivée seconde est négative pour ceux qui nous regardent, qui aiment les mathématiques. Et donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un petit surplus financier, c'est pas une cagnotte, je dis ça pour les gens de Bercy qui nous regardent, un petit surplus financier temporaire qui nous permettrait, on a regardé, de dégager quasiment presque 1 point de PIB par an jusqu'en 2039, et donc du coup ça nous permettrait quoi? D'avoir un fonds de 565 milliards à cet horizon-là. Là vous les avez, vous faites pas d'ISF climatique, vous faites pas de grand emprunt, vous faites pas de fléchage du livret A ou que sais-je, on fait juste une ventilation de la productivité annuelle des salariés vers justement ce fonds en capitalisation, ce que font la plupart des pays civilisés d'Europe et du monde. Vous avez publié ça, hein? On l'a publié, c'est renseigné, c'est chiffré, le modèle et la méthodologie sont publiés aussi. Donc pourquoi est-ce que justement on s'interdit de faire ça? Parce qu'aujourd'hui en France, capitalisation c'est un gros mot, parce que politiquement on a peur de BlackRock et je vais vendre la retraite. Donc plutôt que de tergiverser
et de faire des guerres de chapelle comme on peut l'entendre aujourd'hui sur justement ce financement-là. On sait que ce financement est certain parce que ce risque justement est certain. Le danger climatique est certain. Autant mobiliser l'épargne que nous avons aujourd'hui, qui de toute façon est sur les 28%, on les aura l'année prochaine, on les aura dans 2 ans, quoi qu'il arrive. Et en plus, c'est un flux, c'est pas un stock. Donc du coup, ça présente des assurances qui sont beaucoup plus intéressantes. Autant le mobiliser dès maintenant. On crée un fonds en capi, on se dit, je verse 1 point de PIB, en capi chaque année. 26. Je le fais rouler, je n'y touche surtout pas, parce que Jospin l'avait fait. déjà un fonds de réserve Jospin l'avait, oui, Jospin l'avait fait avec volonté quand vous regardez quand sa création. Tout à fait. Qui en plus qui est en capi. Et qui a une performance de 8 à 9% tous les ans. Et qui sert à quoi? Financer la CADES. Alors que Jospin avait La caisse d'amortissement de la dette sociale. Et donc du coup, la dette sociale cumulée depuis les années 90. Malheureusement, tous les intérêts, tous les bénéfices, tous les dividendes qui en sont tirés chaque année servent uniquement à financer la CADES et ne sont pas réinvestis. Donc on ne profite pas de la magie des intérêts composés qui nous permettrait de faire grossir le gâteau. Jospin avait prévu quand même que ce fonds serait de 100 à 150 milliards à horizon 2005-2006, si je dis pas de bêtises, pour, je cite, juguler les affres de la démographie qui nous seront négatifs et qui mettront à terme à bas la pérennité du système de retraite par répartition. Et donc du coup, il y a juste à refaire ce qui avait été fait il y a quelques années, il y a juste à avoir un peu de bon sens, et là on aura les fonds pour financer la transition, et on n'aura pas besoin ni de taper sur les entreprises, ni d'alourdir encore le fardeau de l'État, ni justement d'aller faire la poche de ceux qui ont plus de sous. Ta garantie Stéphane Van Nussel. De façon simple. Dans le micro, Stéphane, dans le micro. La garantie pour ceux qui nous écoutent, parce que oui. tu la mets où? Tu veux dire en quoi? Comment tu garantis en fait le capital si je reprends le raisonnement de parce que les vieux, ils aiment pas. Non, mais bien sûr, mais c'est pour. Les Français, ils vont pas avoir envie qu'on prenne un risque pour eux. Bon. Non mais la capitalisation, effectivement, aujourd'hui, quand tu regardes... Ça va être ça le principal frein de l'opinion, c'est la peur. Mais bien sûr, alors, on était là-dessus. Il y a deux choses. Aujourd'hui, les pharmaciens, comment est fait la garantie de leur régime par capitalisation? Elle est faite intrasystémique. Ça veut dire quoi intrasystémique? En fait, tout simplement, vous avez des fonds qui sont suffisamment longs sur le long terme, suffisamment élevés sur le long terme pour satisfaire. En fait, on fait des réserves. Voilà. Il y a 1 an de réserve qui est fait, qui est mis de côté. Donc, du coup, on peut faire avoir 1 an sans. Donc, ça, déjà, c'est une première façon de faire des réserves. Deuxièmement, vous avez des mécanismes d'assurance, que ce soit étatique ou monétaire. Je rappelle que la Banque Centrale Européenne, dans ses statuts, a une obligation quasiment statutaire d'assurer, on va dire, les fonds qui sont justement réalisés en capitalisation. C'est pour ça d'ailleurs que en Angleterre, il y a eu un débat qui a point sur le fait de la Banque d'Angleterre a sauvé les fonds qui étaient en exactement, et certains se sont dit c'est dommage qu'on soit pas dans l'euro parce que la BCE serait venue à notre secours avec sa crédibilité. Donc il y a moyen d'avoir une crédibilité justement sur ces fonds en capitalisation là. Les fonds en capi du public sont aussi garantis par l'État. Non mais je pense à préfonds par exemple. Oui, bien sûr. C'est le mécanisme dont tu parles en fait. Ça marche pas. Je dirais non, et puis il faut pas qu'il y ait un accident. Qu'est-ce qui marche pas? Non, mais attendez, on est tous d'accord. Non, mais là, on essaie de trouver des outils pour une fois. Moi, la modalité des rois, je l'accepte. La mienne, c'est parce qu'il n'y a pas que la transition écologique. C'est un bout du sujet. Mais la France ne va pas s'arrêter. Je rappelle que nous, puisque chacun sort ses calculs, on a fait le calcul, il faudra pour les vieux, tout simplement parce que l'augmentation de la dépendance elle est inscrite dans l'évolution démographique. Il y a plus de vieux, donc il y aura plus de dépendance. C'est 22 milliards par an dans les 6-7 ans qui viennent. Donc ça veut dire que c'est en train de croître très rapidement. C'est un sacré sujet. Il y a le fait qu'il faut mettre des robots, ce qu'on a dit tout à l'heure, etc. 100 milliards. Moi, ton système me va parfaitement. Moi, j'en trouve d'autres. Il faut arriver à canaliser l'épargne des Français et quelque part, tu trouves tous les systèmes que tu veux et le tien me va parfaitement. Mais à mon avis, il est insuffisant parce qu'avant d'arriver à 650 milliards, il faut se lever de bonne heure. Mais il faudra se lever, je sais pas comment on fait. Il faut arriver dès l'année prochaine à pouvoir mettre 50, 60, 70 milliards d'épargne des Français qui va vers. Alors c'est les fonds de capitalisation, c'est je sais pas quoi, des crédits divers et variés. Je trouve que le petit avantage de ma solution, c'est que l'État ne dépense que lorsque le taux d'intérêt de l'opération privée n'est pas suffisant. Satisfaisant. Et donc, on ne fait pas prendre de risques et tout. Mais après ça, le PGE a été formidable. Franchement, très belle opération. C'est pour moi, je suis d'accord avec toi. Avec quoi? Avec l'immobilier. Ah oui. Alors, on a 6 minutes, il faut faire fi ça. Si tu avais un autre... Ok. Non, je te disais ça parce qu'en France, le gros fléchage qu'il y a eu depuis plusieurs années, c'était quand même l'immobilier. C'est un auditeur qui me dit ça. Il me dit en fait, l'argent, c'est dans l'immobilier, les multipropriétaires. Le fléchage que l'État avait trouvé il y a maintenant 35 ans avec les lois de défiscalisation, puis après le PTZ,
aides, et puis après les aides au développement à la fois développement durable et valorisation immobilière, c'était la fiscalité. Parce qu'en France, on est un pays de fiscophobes, et donc forcément, la question elle est simple. Si tu veux quelqu'un à émettre de l'argent, je le vois tous les jours. Les mecs qui avaient de l'ISF, ils faisaient des FIP et des FCPI ISF, on a arrêté l'ISF, ils n'ont pas pensé, ils ont arrêté les FIP FCPI. Donc en fait, ils ont détruit tout l'investissement au capital de PME. 1 milliard d'euros tous les ans là-dedans. Voilà. Donc c'est super. Voilà. Et l'immobilier, en ce moment, on est en train de briser finalement le dernier gros mécanisme qui supportait quand même. C'est un sujet qui n'est pas très important, se loger, je veux dire, c'est pas un besoin évident. Et on est en train de le détruire parce qu'en fait, ils sont en train d'avoir des raisonnements, de se dire on dépense trop, ils sont incapables de calculer ce que ça rapporte, alors que toutes les études prouvent bien que c'est une dépense qui, même si elle ne rapportait pas, aurait une utilité. Tu loges ton outil de travail qui sera donc plus productif et qui vivra plus longtemps, etc., etc. Donc, fondamentalement, typiquement, un fléchage qui fonctionnait, c'est la fiscalité soit incitative, je défiscalise, soit j'essaie de ne pas trop fiscaliser en restant raisonnable. Et alors là, sur ce secteur-là, ils ont mis double couche. Quand vous dites ils ont mis... Les gouvernements successifs, mais là, le dernier, et il avait raison, je ne pouvais que partager une grande partie de la loi Pacte, la disparition de l'ISF pour l'investissement, pour l'entrepreneuriat. Moi, je fais partie aussi de ça. Mais il y avait un côté où je me disais, attends, pourquoi les propriétaires immobiliers, locatif, résidence principale, résidence secondaire, parce que dans les propriétaires, il n'y a pas que ils continuent à payer la taxabilité. Puis là arrivent les surtaxes de résidence secondaire. Enfin, là, vous êtes propriétaire immobilier, vous avez quasiment plus d'avantages, ou alors ça devient des contraintes de travaux invraisemblables à mettre en locatif, ou alors vous êtes juste chez vous, et alors là, ça va tomber. Puis bientôt, c'est l'IFI qui va, il y aura plus, vous allez voir, il y aura plus la franchise sur la résidence principale. Donc, typiquement. Comment ça, il y aura plus la franchise? Ça va arriver. Tu verras. Là. Comme le CIR, on le remet en cause tout le temps, et finalement, il est toujours là. La taxe carbone sur les voitures, ça ne devait jamais arriver. Puis finalement, c'est arrivé. Tu vas voir maintenant qu'ils ont commencé à classer les DPE. Je ne crois pas, mais on peut prendre un pari. Jean-Hervé, on peut plus louer des DPE EFG dans les temps qui viennent. Ça arrive tout doucement. Oui, mais donc quand je vous dis que le propriétaire est une vache à lait, c'est pour ça que et que l'Union nationale des propriétaires immobiliers dit on en a assez d'être la variable d'ajustement éternel, ils ont raison. Voilà. Et Nicolas, sur ce plateau, je l'avais rappelé, on peut discuter de Bernard Arnault, de Madame Bettencourt, on peut discuter de qui on veut quand on parle du CAC 40 et de ces grands riches, est-ce qu'ils payent assez d'impôts ou pas. Mais le propriétaire en France, on se trompe complètement sur la taille de son patrimoine. Les plus grands propriétaires en France, je ne parle pas de propriétaires fonciers immenses, c'est la classe moyenne française. C'est pas des gens qu'on peut comme ça aller, j'ai envie de dire, matraquer sans limite. Il y a un moment donné, ils n'ont plus les moyens. 75% des retraités sont propriétaires de leur logement. Voilà. 14% des moins de 30 ans. 14%. Voyons, il reste 3 minutes. J'ai une réaction d'un auditeur que je voulais vous lire, Erwan. Stéphane m'écrit, comme Jean-Marc Daniel, Erwan Tison devrait être perfusé aux Français. Voilà. Devrait perfusé aux Français. Pour leur expliquer le. Comment ça, perfusé perfusé aux Français, c'est une perfusion intellectuelle pour ouvrir les yeux sur les questions. D'accord, très bien. D'ailleurs, vous avez parlé de Bernard Arnault. On pourrait ouvrir une case litchi pour Bernard Arnault. Parce que le pauvre a perdu 11 milliards d'euros en 24 heures. À cause d'une note de Deutsche Bank disant qu'il fallait peut-être se détourner du luxe français pour préférer le luxe suisse, Richemont ou Moncler. Il faut se demander ce que ça a coûté à Richemont. Voilà. Parce que ça a rapporté. Oui, non, mais je dis ça, et je dis ça parce qu'on tape toujours sur. Enfin, l'homme qu'on adore détester, c'est Bernard Arnault. La boîte qu'on adore détester, c'est Total Energy. La boîte, je comprends. Mais Bernard Arnault, je ne comprends pas. Petite blague là-dessus, Nicolas, si vous permettez, Oxfam, sur le théorème d'Oxfam, justement, si on taxe les plus riches, donc si on leur fait perdre la plupart de leur patrimoine, la pauvreté recule et la transition écologique accélère. Donc moi, j'attends de voir les chiffres du coefficient de Gini, qui, à mon avis, cette nuit, ont été complètement fantastiques. Et l'Allemagne a dû se mettre au nucléaire, l'Inde a dû se mettre au nucléaire. On est, à mon avis, la Chine et la démocratie. Peut-être un mot, parce que je crois qu'on avait tous les trois la même perception. L'effondrement de la construction en France de logements est quand même un véritable drame, y compris pour la mobilité du travail, y compris pour... puis il y a 4 millions de logements qui sont vraiment effrayants, etc., etc. Je pense juste que le gouvernement, que ça n'intéresse pas complètement, pas que c'est la priorité. Ça, c'est lié à la perception du président de la République qui a toujours considéré que c'était des rentiers, comme si, il faut un plan Marshall sur le logement, il faut tirer l'oreille des maires qui veulent pas filer d'immobilier, enfin de possibilités de construire, il faut arriver à trouver des mécanismes fiscaux qui permettent de lancer, mais c'est
absolument majeur. L'autre jour, j'ai été voir... C'est la crise qui couve, hein, celle-là. Oui. Ah bah, on voit déjà quand on se promène à 34% Paris... du pouvoir des Français, de pouvoir d'achat des Français. Combien 34 Le pouvoir d'achat des absolument. Français. 65% des dépenses contraintes, quel que soit le niveau Ouais, des ouais, ménages. ouais, hein. c'est juste colossal. Ouais. Non, c'est colossal. Sur la classe moyenne, hein, et il y a 90 milliards d'euros de prélèvements obligatoires mis bout à bout sur l'ensemble de la pierre. Donc, Et juste un point, il y a un autre sujet qui couvre, c'est sur le logement social, parce que quand aussi. on regarde le livret A qui a été multiplié par 6, alors c'est très bien pour ceux qui épargnent, c'est très mauvais pour les bailleurs sociaux qui, je le rappelle, empruntent au taux fixé par le livret A via la Caisse des dépôts, et donc du coup qui se retrouvent aujourd'hui avec des mesures des difficultés d'accès au financement. Il y a de la construction parce qu'ils sont obligés de le faire, mais quand vous regardez les chiffres, il y a 100 000 logements sociaux qui émergent chaque année. Ça c'est en brut. En net, quand vous enlevez les déclassements, les destructions, etc., on est à 45 000. Donc en fait, on a un stock de logements sociaux qui ne se renouvelle pas suffisamment, avec des difficultés de financement qui s'accélèrent et qui du coup font que cet amortisseur social qui profite principalement à la classe moyenne et aux personnes les plus pauvres et les plus défavorisées est en train justement de se tarir. Vous ajoutez à ce que vient de dire Jean-Hervé Lorenzi une difficulté de construction et de localisation des logements là où se trouve l'activité et de l'activité qui ne se trouve pas là où il y a des logements, et on se retrouve effectivement avec aujourd'hui une crise qui explique, et tant qu'elle ne sera pas résolue, on n'arrivera pas aux 5% de chômage, parce qu'à mon avis, les 2% qui nous restent sont incompressibles et sont dus principalement au logement. Et là, si On a fini. Si les gens descendent dans la rue pour ça, ça va piquer encore plus que pour les retraites. on a fait. Merci. J'espère que Nordine a écouté toute l'émission. Merci à vous d'avoir été là. Salut, Nordine. Erwan Tison, Stéphane Van Nuffel et Jean-Hervé Lorenzi. Rendez-vous demain à 9h.